Bonjour. Donc effectivement, je suis le conseiller communication du général Burkhardt, que je pense tout le monde connaît. Et ça m'incite à commencer par vous dire que tout ce que je vais vous dire sera marqué sous le sceau de l'humilité, puisque je ne suis pas un spécialiste de la communication, je n'en ai jamais fait avant, et je ne voulais pas forcément en faire, mais j'ai été désigné, c'est l'avantage du système militaire. Et donc, je vais essayer de vous expliquer comment nous percevons aujourd'hui le domaine de l'influence numérique, qui est aujourd'hui un domaine réellement majeur et prioritaire dans la façon dont nous percevons l'environnement, dans la façon dont nous réfléchissons notre stratégie et dans la façon dont nous nous préparons aux engagements de demain. Je vais commencer par vous lire une citation que j'ai lue ce matin dans un grand quotidien, Le Figaro, qui disait dans un article sur Wagner, c'est Nicolas Barotte qui a écrit « La désinformation, c'est comme les feuilles qui tombent de l'arbre, elles forment l'humus au sol où poussera la mauvaise graine. » Je vais commencer dans un premier temps pour vous faire un point sur le cadre général. Comment est-ce que nous, à l'état-major des armées, on perçoit l'évolution de la conflictualité, l'environnement stratégique et le nouveau cadre d'action dans lequel nous évoluons depuis plusieurs années, mais qui devient aujourd'hui un déterminant dans la façon dont nous devons réfléchir les problèmes auxquels nous faisons face. Alors, je vais peut-être répéter ce qu'ont dit ceux qui ont parlé avant, donc je vous prie de m'en excuser, mais je pense que c'est important de redéfinir ce cadre général. Le premier point, c'est que nous sommes dans un monde où nous côtoyons, nous interagissons avec des acteurs et des pays qui sont désinhibés. On pense à la Turquie, on pense à la Chine, mais aussi on peut également penser aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne, qui ont des intérêts nationaux clairement exprimés et qui n'hésitent pas une seconde à faire primer ces intérêts nationaux sur des intérêts qu'on pourrait voir plus larges, et notamment dans le cadre de coopération. Je pense à la Turquie, c'est très clair, notamment en Afrique, on pourrait y revenir, en Méditerranée, la Chine un peu partout dans le monde, les États-Unis qui défendent leurs intérêts économiques et leurs intérêts stratégiques en priorité, la Grande-Bretagne avec le concept de Great Britain, et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a des amis, on a des alliés, mais aussi on a des compétiteurs et des concurrents. On a beaucoup de concurrents. Et c'est un peu le triptyque sur lequel le chef d'état-major des armées a fondé sa vision stratégique, c'est-à-dire le triptyque compétition, contestation, affrontement, qui vient remplacer la clé de lecture traditionnelle qui était celle qui prévalait depuis la fin de la guerre froide, qui était l'état de paix, crise, guerre, avec des états successifs. Aujourd'hui, on est en compétition, contestation, affrontement, et on peut être vis-à-vis de certains acteurs, en compétition dans certaines zones géographiques et sur certains sujets. On peut être en contestation avec le même acteur ailleurs. On peut même envisager la notion d'affrontement, et en particulier sur le champ informationnel. J'y reviendrai. Donc la compétition aujourd'hui, c'est l'état normal des relations entre les États. Il n'y a pas d'état d'amitié, de coopération. Nous sommes tous en compétition. Et c'est la façon dont nous posons quand nous réfléchissons à nos sujets. Et un point important qui a sans doute été abordé avant, il y a un effacement du cadre des relations internationales définies après la Seconde Guerre mondiale, et notamment un effacement du droit international, ce qui, pour les opérations militaires, a des conséquences extrêmement importantes, notamment en termes de caractérisation de l'action de nos adversaires ou de nos compétiteurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'évolution de la nature des conflits. Nous sommes aujourd'hui dans une période où se multiplient ce qu'on appelle les conflits hybrides, la guerre hybride, les affrontements hybrides. C'est-à-dire que la compétition ou la contestation va se dérouler sous des formes ou dans des conditions qui vont permettre à nos adversaires de rester toujours sous le seuil de la conflictualité. On ne sera pas dans une logique d'agression telle que le définit par exemple l'article 51 de la Charte des Nations Unies. On ne sera pas dans une logique de guerre, mais on sera dans une logique où il y aura une défense d'intérêts, il y aura une remise en cause des équilibres, une remise en cause du droit international, et où en fait on va se retrouver en situation de déséquilibre. Le principe que vont adopter nos compétiteurs ou nos adversaires va être d'exercer un rapport de force pour obtenir des résultats sans basculer dans le conflit ouvert. Et c'est ce qu'on appelle le principe du fait accompli. Et ça, on le voit en mer de Chine, avec la Chine qui poldérise
des îlots rocheux qui n'ont aucune valeur et qui les transforment en véritables îles, en bases militaires, en construisant par exemple des aéroports. Ça va être le fait accompli des Turcs qui vont mener des opérations de prospection pétrolière en Méditerranée dans des zones disputées entre la Grèce, Chypre et la Turquie d'un autre côté. Et donc, on a un vrai enjeu, j'y reviendrai un peu plus tard, de compréhension, de caractérisation, et surtout, il faut être capable de déceler. C'est devenu aujourd'hui un mot-clé, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Et si je devais utiliser une formule qui a déjà été utilisée, dont je ne m'accorde donc pas la paternité, aujourd'hui, on est face à des bandes qui se comportent comme des États. Pensez à Daesh en Syrie et en Irak il y a quelques années. Et nous sommes face à des États qui se comportent comme des bandes. Et là, on peut penser aux pays qui ont été évoqués dans la conférence qui précédait, notamment la Russie ou la Turquie, qui n'hésitent pas à utiliser de moyens hybrides pour pousser leurs intérêts. Dans ce cadre, le champ informationnel est devenu un enjeu de premier ordre. C'est une véritable guerre, c'est un véritable champ d'affrontement, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser ce mot. Nous sommes en guerre dans le champ informationnel, et c'est bien ce que nous percevons, et c'est la façon dont on essaie de penser nos sujets en termes de communication publique et de communication opérationnelle. Nous sommes en guerre. Nous sommes face à des groupes, des pays qui n'ont aucune limite et qui sont complètement désinhibés. J'y reviendrai un peu plus tard. Les fake news, les manipulations, les contre-vérités foisonnent sur les réseaux sociaux. Vous le savez, et vous le savez sans doute beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour nous. Alors, je vais illustrer ça par des exemples très, très récents et très précis. Le sentiment anti-français dans la bande sahélo-saharienne, dont on nous parle depuis une dizaine de jours, après l'épisode du convoi militaire, du convoi logistique qui est parti d'Abidjan le 14 novembre et qui a rejoint Gao en fin de semaine dernière, après avoir rencontré de nombreuses difficultés au Burkina Faso et au Niger. En fait, on se rend compte que ce sentiment anti-français dans la BSS, il est énormément colporté par les réseaux sociaux, qui jouent un vrai effet loupe sur le champ des perceptions. On nous dit, et j'ai été beaucoup interrogé par beaucoup de journalistes, on nous dit aujourd'hui vous ne pouvez pas nier le fait qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe dans la BSS. J'ai beau dire aux journalistes que quand on est en opération sur le terrain, au Mali ou au Niger, aux côtés des forces sahéliennes, nous n'avons aucun signe de défiance, aucune remise en cause de la présence française. Les journalistes sont persuadés, et je n'en tiens pas grief, ce n'est pas une critique des journalistes, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, donc je prends des précautions. J'ai beau le dire et le répéter, la perception, c'est qu'il y a un sentiment anti-français qui se propage dans la BSS et que la population de la BSS refuse la présence française. Il y a un effet un peu rouleau compresseur des réseaux sociaux. Alors après, vous avez on voit derrière des pays ou des groupes de pression ou des groupes d'influence qui vont pousser certaines nouvelles plutôt que d'autres. On a une façon aussi de titrer la presse qui est en ligne sur les réseaux, qui fait qu'en fait, on va chercher un peu le sensationnalisme et on va mettre en avant une toute petite partie de l'information, mais c'est celle qui va accrocher et on néglige complètement ce qui s'est passé réellement. Et donc, on a un vrai sujet de perception. Ça vaut également sur la Centrafrique, où quand vous regardez ce qui se passe en Centrafrique, donc qui est un pays d'Afrique centrale, comme son nom l'indique, où vous avez un groupe paramilitaire, une société militaire privée qui s'appelle Wagner, qui a mis le pays sous coupe réglée, c'est très clair, c'est dit, c'est assumé, qui contrôle tout. Et ben, quand vous regardez les réseaux sociaux, vous avez à peu près 50% ou 70% des comptes qu'on peut trouver, mais je ne cherche pas tous les comptes, qui présentent ça comme une réussite. Wagner qui se rend coupable des pires exactions, mais qui est présenté comme la solution aux problèmes sécuritaires en Centrafrique, qui pourrait faire école dans le reste de l'Afrique. Et vous imaginez les conséquences que cela a sur la perception qu'ont certaines populations, sur l'utilisation qui en est faite par certains groupes, par exemple panafricanistes, qui dénoncent depuis des années la présence française et qui vont donc colporter, valoriser, démultiplier ce type d'informations. Le point suivant, c'est l'évolution des capacités et des moyens. Nous sommes dans un nouveau monde. Je le dis d'autant plus facilement que, comme je vous l'ai précisé, je débarque dans ce milieu. Avec le numérique, il y a l'instantanéité de l'information. On ne peut quasiment plus rien cacher.
Parfois, j'apprends des choses sur Twitter avant que le centre de planification et de conduite des opérations me le dise. Il suffit de suivre quelques fils bien informés. Il faut toujours contrôler, mais n'empêche que l'information circule, même quand on est au fin fond de l'Afrique ou au fin fond du Moyen-Orient. On a une massification et une rémanence de l'information. Les informations peuvent rester indéfiniment sur les réseaux, mais il y a un paradoxe, c'est qu'elles peuvent à la fois rester indéfiniment sur les réseaux, mais elles passent également extrêmement vite. C'est-à-dire que vous avez une information qui va rester 1, 2, 3 minutes, 4 heures, 5 heures, 10 heures, elle va disparaître, elle va être écrasée par un flot d'autres informations sur d'autres sujets ou sur le même sujet, mais en même temps, on peut la ressortir 5, 6, 7, 8 mois après. Et c'est une vraie difficulté pour nous en termes de perception parce qu'en fait, on a du mal à gérer à la fois l'instantanéité et le fond dans la durée. Et donc, ça nous oblige, nous, à adapter notre façon d'agir et à adapter la communication publique et la communication opérationnelle des armées. J'ai quelques chiffres qui ont dû vous être donnés, mais qui sont assez révélateurs. En 60 secondes, on a 4 millions de requêtes sur Google, 4,7 millions de vidéos visionnées sur YouTube, 700 000 visites sur Instagram et des centaines de milliers de tweets. En conclusion, pour nous, aujourd'hui, le champ informationnel, c'est une clé. C'est la clé, c'est l'une des principales clés du succès militaire. Je vous le détaillerai un peu. Il y a la réalité de ce qu'on fait, mais il y a aussi la perception qu'en ont nos adversaires et qu'en ont les populations auprès desquelles nous sommes engagés. Et également notre opinion publique nationale. Et en grossissant volontairement le trait, parfois, il vaut mieux communiquer et ne rien faire que faire et mal communiquer. Ce qui, pour une armée, est assez compliqué quand même à intégrer. Parce que, quoi qu'on en dise, on a des moyens qui sont engagés, on a des capacités qui sont déployées, et donc, on a un vrai souci d'accompagnement et d'explication de tout ce qui est fait. La révolution des réseaux sociaux, ce sont à la fois des espoirs et des progrès, grâce à la libre circulation de l'information en temps réel, l'élargissement des audiences et des horizons. C'est une caisse de résonance, donc ça c'est le côté un peu positif, le volet un peu opinion, liberté d'informer, mais c'est aussi surtout, ce sont les fausses informations, les manipulations des images et des faits, la manipulation de la vérité, et notamment tout ce qui est théorie des complots. Exemple, je reviens sur la BSS. Quand vous regardez aujourd'hui un fil Twitter sur la BSS, vous voyez, je regardais il y a 5 minutes, parce que je suis devenu addict à Twitter, je regardais il y a 5 minutes et il y a un journaliste qui parle d'un tir qui a eu lieu sur la base de Gao, tir indirect sur la base de Gao hier, et vous avez un Malien a priori qui commente en disant oui, mais de toute façon, les forces françaises ne seront pas tapées par les terroristes parce qu'on sait que les forces françaises sont complices des terroristes. Et ça, on a beau le dire, on n'arrive pas à inverser le narratif. Pourquoi est-ce qu'on a eu ces problèmes sur le convoi Voie Sacrée? Parce qu'une grande partie des manifestants qui bloquaient le convoi voulaient contrôler ce qu'il y avait dans le convoi, ouvrir les containers, parce que sur les réseaux sociaux circulait l'information selon lesquelles les caisses du convoi étaient remplies d'armes qui étaient destinées aux groupes armés terroristes, la France armant les groupes armés terroristes pour pouvoir justifier sa présence de manière indéfinie sur le sol malien. Ça s'est traduit par quoi? Par des manifestations extrêmement violentes, par des morts et des blessés. Donc c'est quelque chose à prendre vraiment très très au sérieux parce qu'en fait ça entrave de manière concrète notre liberté d'action et notre liberté de mouvement en opération extérieure. Et je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit juste avant. Je rejoins ce qui a été dit par la personne qui était assise, dont je n'ai pas retenu le nom, je vous prie d'excuser. Il y a un vrai problème de maturité des opinions publiques, et notamment des opinions publiques locales en Afrique, mais pas forcément qu'en Afrique, qui croient un peu tout ce qui leur est dit, et notamment qui écoutent le dernier qui a parlé. Et ça aussi, ça a des conséquences sur les perceptions. Alors, dans ce cadre, moi j'ai identifié 4 enjeux pour la communication publique des armées. Le premier, c'est accepter et comprendre que nous sommes dans une situation d'asymétrie et de dissymétrie permanente. Nous sommes face à des adversaires et des compétiteurs qui n'obéissent pas du tout aux mêmes règles que nous. Vous savez, c'est le vieux dilemme entre l'éthique et la performance. Est-ce qu'il vaut mieux respecter l'éthique au risque d'être moins performant, ou est-ce qu'il vous faut être performant à tout prix au risque de ne plus respecter son éthique? Je n'ai pas forcément la question à ça.
Je vais dire qu'il vaut mieux rester éthique plutôt qu'être performant, mais c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, la Russie s'autorise des choses que nous ne nous autorisons pas. Et donc, on ne combat pas à armes égales. Et ça, il faut l'accepter, il faut l'intégrer. Il faut le dire. Le deuxième point, c'est la légitimité, la crédibilité et notre détermination sont en jeu. Elles sont en jeu parce que soit on accepte et on encaisse les coups et au final on perd en légitimité, on perd en crédibilité et surtout nous ne sommes plus des compétiteurs ou nous ne sommes plus une puissance reconnue comme telle parce qu'on refuse le combat, soit on fait le choix d'affronter nos adversaires, nos compétiteurs sur le champ informationnel et donc il faut s'en donner les moyens. Le troisième point, c'est que la supériorité opérationnelle et supériorité informationnelle vont de pair. Je pense qu'on ne peut pas forcément gagner une guerre ou mener à bien une opération si on ne maîtrise que le champ informationnel, mais on peut très facilement perdre une guerre ou échouer en opération si on ne maîtrise pas le champ informationnel. Et je reviens aux notions de légitimité et de crédibilité. On a beau faire tout ce qu'on fait dans la BSS, on arrive à lire aujourd'hui des articles dans lesquels on nous dit que Barkhane est un échec. Ce n'est pas le sujet de la conférence, mais je pourrais vous parler pendant des heures de Barkhane pour vous montrer que Barkhane n'est pas un échec. Mais la perception, c'est que Barkhane est un échec. Et donc, il faut gagner le combat sur le champ informationnel. Si on ne le gagne pas sur le champ informationnel, on pourra perdre au final, d'un point de vue stratégique, même si on a gagné sur le terrain. Le quatrième point, c'est que nous pouvons et nous devons gagner sans forcément combattre dans les champs immatériels. C'est ce que dit le chef d'état-major des armées, c'est gagner la guerre avant la guerre. Il précise toujours, tout en étant capable de s'engager dans un affrontement de haute intensité si nécessaire. C'est ce que disait aussi, je vais faire un peu d'intellectualisme, je suis désolé, mais c'est ce que disait très bien Sun Tzu il y a quelques millénaires. Le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner sans victoire dans son bataille, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. Donc il faut qu'on soit aussi capable de vaincre sans forcément combattre dans les champs matériels. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut faire vu de ma place ? Un enjeu majeur, c'est conserver l'initiative et ne pas subir. Il faut communiquer vite et juste, avec une obligation d'exactitude. Et c'est très compliqué parce qu'on est dans un brouillard de la guerre permanent. C'est aussi un paradoxe. On peut être très vite informé par les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux peuvent dire des choses erronées, inexactes. Et nous, il faut qu'on aille très vite et qu'on dise la vérité. Parce qu'il suffit d'une fois pour nous décrédibiliser pendant une très longue période. Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième sous-enjeu, si je peux le qualifier comme ça, c'est qu'il faut aussi se préserver de répondre du tac au tac. Parce qu'en fait, on rentre autrement dans une partie de ping-pong et nous, on n'a pas la force de frappe pour faire face à 1000, 2000, 3000 internautes. Donc il faut choisir le moment où on répond et répondre de manière juste et exacte. Et c'est une vraie difficulté. Il faut donc savoir devancer les fake news ou les contrer en diffusant un récit sincère et en rétablissant les faits si nécessaire. Le deuxième point, il faut manœuvrer. Comme on manœuvre dans une opération militaire, il faut manœuvrer dans le champ informationnel. La première capacité à détenir, c'est veiller, alerter et caractériser pour comprendre. La première difficulté aujourd'hui face au flot d'informations, c'est veiller, détecter et caractériser. Et pour ça, l'intelligence artificielle peut sans doute nous aider. Nous testons, nous sommes en train de réfléchir à l'utilisation de certains outils qui nous permettent de sortir des grandes tendances pour gagner du temps. Parce qu'autrement, c'est fait de manière trop artisanale. Le deuxième point, c'est planifier et prévoir. Il faut renseigner, comprendre le milieu et nos adversaires et surtout prévoir les canons conformes. Le troisième point qui est extrêmement important, c'est qu'il faut accepter de prendre une part de risque. Et il faut accepter de se tromper. Il faut accepter d'échouer, sachant que ça aura forcément une résonance dans le champ informationnel. Mais si on ne prend pas ces risques, et si on n'accepte pas une part d'incertitude, si on cherche à rester toujours très rationnel et à ne prendre aucun risque, on ne gagnera pas, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut accepter l'échec. Il faut accepter l'échec pour pouvoir mieux rebondir et mieux agir ensuite. Le quatrième point, c'est le strict respect du droit. Ça, c'est normal. On doit travailler avec des règles d'engagement claires, respectueuses des grands principes du droit international et du droit des conflits armés. Et tout ça,
ça doit nous inciter à, entre guillemets, penser stratégique. Je vous disais, il ne faut pas répondre du tac au tac, donc ça veut dire qu'il ne faut pas se focaliser sur le tweet ou sur la micro-information qui est publiée. Il faut essayer de prendre de la hauteur, essayer de dégager des grandes tendances pour répondre de manière globale à une attaque informationnelle ou à un phénomène de désinformation. Par exemple, c'est ce qu'on fait actuellement sur la partie bande sahélo-saharienne. On essaie de réfléchir à une stratégie de communication qui va nous permettre, dans la durée, d'embrasser l'ensemble des sujets qui sont traités et de répondre à tous nos détracteurs ou à tous ceux qui remettent en cause l'efficacité des armées de manière un peu globale pour pouvoir imprimer ça. Et pour cela, l'une des clés, c'est évident, mais il faut le dire, c'est le travail avec les journalistes. C'est essentiel. Il faut des tuyaux. Il faut coopérer pour informer les journalistes. Il faut coopérer pour leur faire comprendre ce qu'on fait, parce que ce n'est pas évident. Pour nous, c'est évident parce qu'on est dedans toute la journée et en permanence. Mais les journalistes ne comprennent pas forcément. Et ça, il y a un axe d'effort aujourd'hui, c'est on travaille beaucoup avec les médias internationaux, en Afrique notamment, France 24, RFI, BBC, Voice of Africa, et surtout avec les médias locaux, qui sont des vecteurs primordiaux d'information, et en particulier les radios dans la BSS, puisque parce que les sociétés de la BSS sont marquées par une certaine forme d'illettrisme, un fort taux d'illettrisme, par des problèmes d'éducation. Et la meilleure façon de faire passer l'info, c'est pas de faire des plateaux sur le 20h à France 2, c'est de parler en bambara, en peul et en son-rail sur les radios locales pour pouvoir expliquer ce qu'on fait. Voilà. Et tout cela, pour terminer, dans un cadre politique qui doit être clairement défini, parce qu'on ne peut pas faire la guerre ou mener des opérations de manière un peu déconnectée de la réalité. Il nous faut un cadre, et c'est uniquement dans ce cadre-là qu'on va pouvoir s'engager.